Nous avions vu dans l'exposé précédent plusieurs acceptions du mot nature, l'origine, le caractère, l'ordre et ce qui était organique. Mais maintenant, nous allons envisager, je dirais, des domaines d'application du mot nature. Deux domaines d'application essentiellement, l'aspect, si vous voulez, politique et l'aspect esthétique. Donc, ce petit exposé pourrait s'intituler « La nature, référence politique », concept politique, puisque on pourrait se demander s'il existe par exemple une nature des peuples, par exemple parler aussi du droit naturel, terme employé très largement dans la philosophie politique du XVIIIe siècle. Donc évidemment, de ce point de vue-là, nature serait tout à fait politiquement polysémique. Mais nous aurions quand même deux sens majeurs à distinguer. Au fond, nature, c'est d'abord ce qui est, c'est-à-dire c'est ce que nous voyons, c'est posé par nature, par sa propre essence. C'est posé aussi par la tradition, c'est vérifié par l'expérience, c'est observé de manière positive, d'où d'ailleurs on pourrait parler du positivisme en France au XIXe siècle. Alors ce qui est, c'est le caractère, l'ordre, ça renvoie à la conception antique de la nature qui privilégiait, comme nous l'avions dit, au fond l'ordre et l'harmonie. Il existe une idée antique d'un ordre naturel, d'ailleurs ça va courir dans toute la pensée politique traditionnelle ou monarchique après, dans les siècles qui ont suivi. Donc ça impliquerait une continuité entre la nature et d'autre part la culture, la société et la politique qui devraient mimer un ordre naturel. Ou bien cet ordre naturel existe, ou bien ce serait, si vous voulez, une invention, une représentation politique. Alors on l'a par exemple chez Aristote qui estime que l'autorité du père de famille est naturelle et que la monarchie est naturelle, puisqu'au fond la monarchie serait une sorte d'extension à plus grande échelle de la cellule familiale. Il avait aussi évoqué le caractère naturel de l'esclavage, ce qui au nom évidemment des droits de l'homme issus du XVIIIe siècle pourrait nous choquer. Il avait évoqué la justice qui serait, je dirais, inégalitaire, distributive, et puis également au fond le rapport entre la cité et l'individu. La cité serait l'image du cosmos et elle représenterait un ordre naturel qui serait hiérarchisé, finalisé, l'homme appartenant naturellement à cette cité, l'homme animal politique, la cité serait un tout qui serait à la fois antérieur à l'individu et supérieur à lui, puisque antérieur à l'individu, elle existerait évidemment avant sa propre naissance. Et puis ce serait naturellement, pour Aristote aussi, le lieu de la citoyenneté, l'homme se réaliserait comme citoyen, l'activité politique dans l'espace public serait l'activité la plus noble, pour aussi conquérir le bonheur. Le bonheur au sens antique, c'est la paix de l'âme, c'est la paix intérieure, c'est pas l'accumulation par la prospérité matérielle. Bien. Alors, donc, un ordre politique qui serait lié à l'ordre naturel. Bon, ce n'est pas toute la pensée de l'Antiquité, hein, on pourrait nuancer, cela demanderait un prolongement et un exposé plus long. On pourrait parler des sophistes qui voient non pas dans l'ordre, non pas dans la nature, excusez-moi, non pas dans la nature l'ordre, mais au contraire le désordre, un désordre qui serait naturel et auquel les lois, la justice établie, viendraient mettre un terme qui serait artificiel, puisque pour les sophistes, il faudrait laisser parler la nature. On voit les sophistes face à Socrate dans les dialogues de Platon, la nature et les passions devraient librement s'exprimer. Donc la nature serait ce qui est un ordre naturel en fait respecté. Mais bien entendu la pensée moderne est allée beaucoup plus loin et a contredit ce point de vue, puisque la nature pourrait être ce qui doit être. D'ailleurs on parle de droit naturel au XVIIIe siècle. Alors ça supposerait que les hommes soient, j'irais, dotés de droits, liberté, égalité, sécurité, etc., des droits qui seraient universels, dévolus à tous les hommes, individuels, chaque homme a des droits, et puis liés à une morale, ce qui fait que dans les droits de l'homme, dans l'idéologie des droits de l'homme, la morale serait jugée, si vous voulez, supérieure à la politique. Alors ce droit naturel serait conforme à la raison, il serait conforme à la morale, et il pourrait évidemment s'opposer à ce qui seraient les archaïsmes, les privilèges, les abus, les institutions, si vous voulez, établies, bref, ce qu'on appelle le droit positif. Nous aurions ainsi une différence entre la pensée politique traditionnelle, antique et médiévale, qui serait organisiste et holiste avec un H, H-O-L-I-S-M-E, la cité et l'ordre
politiques globales sont supérieures aux individus, le tout est supérieur aux partis, les cités sont supérieures aux hommes, et puis la politique moderne et libérale au XVIIIe siècle, telle qu'elle va se penser, notamment chez les libéraux anglo-saxons, notamment aux États-Unis, dans le domaine de ce qu'on appelle le contractualisme. Alors le contractualisme suppose qu'il existerait des droits par nature, chaque homme aurait des droits, et pour défendre ses droits, on serait amené à contracter pour instaurer le politique. Donc le politique ne serait pas naturel, le politique serait, je dirais, un artifice second, passé dans les termes d'un contrat. On voit très bien, il y a un texte tout à fait éloquent dans ce sens-là, c'est la déclaration d'indépendance américaine, où il dit que tous les hommes sont nés libres, égaux et dotés de droits essentiels et primordiaux par lesquels la vie, mais aussi le droit au bonheur, la poursuite du bonheur au sens de la prospérité, si vous voulez, américaine. Bien, c'est un principe que les hommes passeraient contrat. Le mot contrat, c'est un mot, je dirais plus du vocabulaire d'ailleurs juridique et commercial. Il y a les termes d'un contrat, peut-être plus que politique lui-même. Donc cette pensée du contrat va, je dirais, irriguer la pensée politique au XVIIIe siècle. Rousseau lui-même évoque, si vous voulez, l'hypothèse d'un état de nature, qui d'ailleurs ne fonde pas exactement le droit, c'est l'état civil, par le contrat social, qui va instaurer les vrais droits. Par le contrat social, le peuple va faire corps. Alors le corps, c'est aussi un élément important dans le domaine, disons, fond de la nature, mais il peut être appliqué à la politique. D'ailleurs, on parle aussi dans la société des corporations qui défendaient leurs intérêts. Cette notion de corps politique, d'ailleurs, et de nation, est née avec la Révolution. C'est une image, certes, qui existait antérieurement. On avait l'organicisme, nous avions la fable de La Fontaine, les membres à l'estomac. La révolte des parties du corps contre la tête du corps était, si vous voulez, contestable, mais il apparaît qu'en 1793, le roi perd sa tête, le corps perd sa tête, et à partir de ce moment-là, on va refaire un corps politique et, si vous voulez, législatif. On va définir une nation, les citoyens étant appelés à faire la loi, ce qui pose la question de la compétence de l'opinion, qui est un autre débat. On va donc définir la nation au XIXe, alors soit comme selon le droit du sang, en fonction de l'héritage, ou en fonction du droit du sol, selon le projet ou la volonté qu'on aurait de faire partie de cette nation. Mais sachez que nation, nature, naissance, ça a aussi la même origine, d'ailleurs, c'est toujours le verbe naître. Bien, donc c'est un héritage naturel et positif, théorie défendue par Auguste Comte, puis Charles Maurras, etc. Mais ça peut être aussi, dans l'esprit républicain, un projet ou une volonté. On voit très bien chez Ernest Renan, qui avait écrit un petit opuscule à la fin du XIXe qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'est tous ceux qui voulaient faire partie d'une nation. Le mot corps est donc riche, je dirais, d'implications, parce que nous pouvons penser aussi les autres peuples comme étant des corps extérieurs, donc quel rapport allons-nous entretenir avec eux. Ça pose le problème de la limite, de la frontière, de la mondialisation, et puis également le corps, ça a des implications concernant les parties en fait internes à la société, pourquoi pas les intérêts économiques, les lobbies, les syndicats ou les régions. Et là, on pourrait poser le problème de leur cohabitation, pourquoi pas de leur sécession, de leur scission, parce qu'à un moment donné, tel parti voudrait faire sécession et se séparer du tout. Bien. Donc le corps est assez fécond, et par exemple, par la naturalisation, nous pourrions demander à faire partie d'un corps. Donc on a là, si vous voulez, je dirais une vision naturaliste entre guillemets, j'aimerais peut-être pas trop ce mot qui serait assez vague, mais peut-être biologique aussi, de la politique qui serait sans doute discutable dans la mesure où la politique serait plutôt liée à la société, à l'histoire, à la culture, qu'à des déterminismes naturels. Mais ça ferait l'objet d'un long débat philosophico-politique. Enfin, dernier point, donc les deux, si vous voulez, premiers points s'opposaient, c'est la nature qui est et la nature qui doit être, c'est-à-dire les réalités dites naturelles et ce que nous pourrions demander en fait au nom de nos droits. Dans une partie qui serait décalée par rapport, si vous voulez, aux deux précédentes, nous pouvons quand même essayer de discuter le lien entre, je dirais, la politique et la nature. Parce qu'au fond, la nature apparaît comme un ordre, si vous voulez, établi, ce qui est assez quand même conformiste. Je penserais par exemple à l'expression « nature des peuples »,
c'est une expression assez conformiste et rassurante parce que ça suppose tout un ensemble de clichés concernant les caractères positifs ou négatifs de tel ou tel peuple. Montesquieu avait déjà posé le problème au XVIIIe siècle, c'est pas nouveau, dans les lettres persanes, à propos du persan qui a l'air bien persan. C'est juste avant que quelqu'un d'autre ne lise, mais ah oui, il a l'air... comment peut-on être persan? Je dirais surtout que la politique sera affaire de pouvoir, peut-être plus que de droit naturel, parce que les droits naturels pourront être demandés, mais c'est peut-être par les rivalités ou par les conflits, ou par l'exercice du pouvoir que nous pourrions, si vous voulez, assurer ces droits. Donc, ne parler que du droit sans le pouvoir serait sans doute, si vous voulez, contestable. Dernier point, c'est que, au fond, que vient faire la nature en politique, dans l'exercice du politique, exercer le pouvoir, ça ne se fait pas naturellement. Exercer le pouvoir, c'est pas du tout naturel. Le pouvoir, c'est un jeu artificiel, puisque, au fond, si je suis au pouvoir, je vais demander ce que je dois faire, quand vais-je le faire, où vais-je le faire, avec qui vais-je le faire, contre qui vais-je le faire, quelles vont être les conséquences de mes décisions dans l'opinion, quelle apparence vais-je donner de moi, si vous voulez, à autrui, et au fond, tout cela n'a rien de naturel, mais c'est sans doute étudié. C'est pas exactement une science, c'est pas une technique mécaniste, c'est au fond un art, hein, comme Machiavel le montrait, un art qui pourrait suivre la force et la ruse, et le choix en particulier dans l'usage du temps. L'usage du temps, la maîtrise du temps, ce serait une donnée politique. Je peux, par le temps ou par la politique, essayer de créer un ordre différent. On le voit dans les révolutions qui sont à la fois construites et préparées. Je pense au constructivisme politique, qui s'opposerait à l'ordre naturel. L'ordre naturel conservateur laisserait les choses faire, parce qu'elles évolueraient dans un sens, si vous voulez, favorable. Bon, du point de vue révolutionnaire, le temps n'attend pas, on est dans l'urgence, on va devancer le temps, on veut devoir anticiper. Machiavel disait que si on ne faisait rien, en fait, aujourd'hui pour préparer après-demain, tout allait s'écrouler, disons, demain. Donc si je veux exercer le pouvoir, si je veux convaincre, si je veux persuader, si je veux séduire, rassembler, je dois sans cesse relancer l'action, et cela n'a rien de naturel, c'est plutôt de l'ordre, je dirais, de l'artifice, du conflictuel, et évidemment c'est sans doute assez épuisant et aussi tragique.